Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette conférence Terrain innovant. Sans plus tarder, je laisse la parole à Jeanne Gagny, qui est donc rédactrice en chef Café Pédagogique, avec qui on est associé sur cette conférence, pour introduire le propos et puis introduire nos invités. Donc, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir pour participer à cette table ronde qui est en partenariat avec Terrain Innovant et que le Café Pédagogique est très heureux d'animer. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est la question des outils numériques et de l'intelligence artificielle en classe. Intelligence artificielle à laquelle nous avons déjà consacré 3 tables rondes, donc tout un cycle que nous vous invitons et qu'on pourra mettre en lien pour celles et ceux qui aimeraient réécouter ces tables rondes de ce cycle IA qui est vraiment un sujet d'actualité dans toutes les salles de professeurs. Alors, la motivation, donc le sujet d'aujourd'hui, outils numériques et intelligence artificielle en classe, motivation renforcée ou attention dispersée. Donc, la question de la motivation, c'est bien sûr un sujet qui est au cœur de l'attention, en tout cas des préoccupations des enseignants. Je pense que c'est vraiment le cœur du métier, c'est comment intéresser, quel professeur ne se pose pas la question de la motivation de ses élèves. Donc, c'est vraiment là l'affaire de pédagogie et de ce travail pédagogique qui suppose donc de motiver nos élèves chaque jour, voire chaque heure et presque chaque minute. Donc, on va s'intéresser à ce métier de professeur, aux différents outils et leviers. Comment faire aujourd'hui? Donc, effectivement, dans un contexte où le numérique et l'intelligence artificielle prennent une place prépondérante dans les vies et dans les classes. Donc, c'est essentiel de s'interroger sur l'impact réel sur la motivation des élèves. Donc, levier de motivation, de curiosité, envie d'apprendre, engagement durable ou juste sur le moment, simplement distraction. Donc, voilà, ce sont des éléments de réflexion aujourd'hui. Donc, pour ce faire, on a la chance d'accueillir nos invités intervenantes. Donc, André Tricot, qui est professeur de psychologie cognitive à l'université de Paul Valéry Montpellier, chercheur au CNESCO. Et on a également Chloé Vigneault, qui est chercheuse au CNAM et auteur d'une thèse sur l'apprentissage par la création de jeux vidéo. Mohamedou, qui est professeur du premier degré, et Jules Hirault, professeur du second degré, lettres espagnoles. Donc, on aura une table ronde en 2 temps. Un premier temps autour de André Tricot et Chloé Vigneault sur les apports de la recherche, cette réflexion, ces questions-là. Et un deuxième temps qui sera consacré au terrain. Comment les professeurs s'en emparent, qu'est-ce qu'ils font au quotidien en termes de préparation de cours, en termes de ressources pédagogiques, voilà, de travail avec les élèves. Et il y aura des temps évidemment d'échange pour répondre à nos questions. Donc on va essayer de vous laisser la parole, en tout cas aux participants et participantes. Je ne vais pas être plus longue dans mon introduction qui a été très longue, pour laisser la parole donc à André Tricot. Donc cette question-là de l'IA, des outils numériques et la motivation, donc voilà, vous avez, il y a des recherches existantes, en cours toujours, vous avez des choses à partager, j'en suis certaine et je le sais, donc je vous laisse nous exposer la situation. Bonjour. Donc effectivement, les travaux sur le lien entre les outils numériques en classe et la motivation des élèves sont anciens. On a plus de 30 ans de littérature empirique sur le sujet, donc des milliers de publications. Il faut juste faire attention à comment on définit la motivation. Si on parle bien de motivation scolaire, c'est-à-dire la motivation pour apprendre des connaissances scolaires, et on sait qu'elle est composée d'une part de cet aspect intérêt, ou qu'on appelle parfois motivation intrinsèque, même si les deux ne sont pas tout à fait synonymes. Mais la motivation, c'est aussi la croyance qu'on a, qu'on est capable d'apprendre et de s'engager dans un apprentissage, y compris un apprentissage exigeant, qu'on est capable de persister quand il y a des difficultés. Si on définit la motivation comme ça, c'est bien la motivation pour apprendre des connaissances scolaires, alors la littérature sur les outils numériques, depuis une trentaine d'années, ne montre pas d'effet positif sur la motivation. Il y a parfois des effets sur l'intérêt, mais qui sont des effets assez superficiels. Là, si je parle de la littérature sur le numérique en général. Après, bien entendu, si on prend tel outil spécifique pour apprendre telle connaissance spécifique avec des élèves de tel âge, alors on peut avoir des effets positifs. Et par ailleurs, il est vrai que depuis 2-3 ans, on a quand même des résultats très encourageants du côté des algorithmes qui, en gros, ajustent l'exigence de l'exercice suivant dans une série d'exercices qui sont capables
d'envoyer des retours aux élèves et qui sont capables de stimuler la curiosité des élèves, de stimuler des traitements plus profonds, des questionnements plus profonds de la part des élèves. Et je fais notamment référence aux travaux de l'équipe de l'INRIA à Bordeaux, pour prendre un exemple français, l'équipe de Pierre-Yves Oudéier, mais il y en a bien d'autres. Donc c'est vrai que si on prend la littérature générale sur numérique et motivation sur les 30 dernières années, l'effet général est globalement nul ou légèrement positif. Tandis que l'effet sur l'IA et les algorithmes adaptatifs, on va dire ça comme ça, et les travaux récents sont franchement encourageants. Et juste un dernier point pour clore mon propos. On a mis en évidence aussi ce qu'on appelle le paradoxe préférence-performance. C'est-à-dire que parfois, avec les outils numériques, vous avez des élèves qui vous disent « mais moi, je préfère apprendre avec A ». Et quand on mesure l'apprentissage, ils apprennent mieux avec B. Donc, ce n'est pas parce que des élèves préfèrent un outil, par exemple un outil numérique, qu'ils vont mieux apprendre avec cet outil numérique. Ce n'est pas parce qu'on est un élève qu'on est forcément un bon juge de la qualité d'un outil pour nous faire apprendre. Et donc, ce paradoxe préférence-performance est important à prendre en compte quand on s'intéresse à la motivation des élèves ou à l'intérêt des élèves ou aux préférences des élèves dans le domaine des outils numériques pour l'apprentissage. Voilà mon propos. Merci André. Alors, vous avez distingué motivation et intérêt. Vous pouvez peut-être redéfinir ou nous préciser peut-être le distinguo? En fait, en contexte scolaire, ce qui est important, c'est que l'apprentissage proposé par l'enseignante ou l'enseignant ait un sens pour les élèves. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, cet apprentissage de cette notion-là, de ce concept, de cette démarche, est importante pour moi. Elle a du sens pour moi. C'est important pour moi d'apprendre. Et cette motivation-là, elle est différente d'une motivation du type « Ah ouais, le personnage, là, dans tel jeu vidéo, il est sympa, je le trouve intéressant et j'ai envie d'aller voir. » Et en fait, quand on parle de motivation intrinsèque en contexte d'apprentissage, souvent, vraiment, on parle de est-ce que les élèves ont véritablement un but d'apprentissage? C'est-à-dire, est-ce que l'apprentissage qui leur est proposé a bien du sens pour eux? Et c'est pour ça que parfois, la littérature, par exemple, sur les serious games, sur les jeux pour l'apprentissage, est décevante parce que si on détourne l'élève du but d'apprentissage en le faisant croire qu'il est ici pour jouer, on a une stratégie qui n'est pas forcément gagnante à long terme. Et c'est pour ça que le métier d'enseignant est tellement difficile. C'est parce que expliquer aux élèves, trouver une façon de présenter l'objectif d'apprentissage, ce pourquoi on est là aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va apprendre et que cet apprentissage ait du sens, c'est drôlement difficile. Oui. Merci. Alors peut-être juste un petit mot aussi, si vous voulez bien compléter la question de l'IA adaptative, puisque vous avez dit effectivement, là, ça dépend, il y a différents outils, et autant sur, de manière générale, les 30 dernières années ne montrent pas un effet waouh, mais par contre, vous faites un petit distinguo et avec la question de l'IA adaptative. Donc, oui. En fait, bon, on le sait depuis le début du XXe siècle, hein, c'est pas du tout nouveau cette histoire, qu'une des clés de la réussite des apprentissages scolaires, c'est la capacité à proposer aux élèves une tâche ni trop facile ni trop difficile. Du coup, si on arrive à partir de la réussite ou de l'échec à la tâche 1 et du retour qu'on a fait à l'élève sur son échec ou sa réussite à la tâche 1. Si on arrive à proposer une tâche 2 qui est ajustée à la réussite ou à l'échec de la tâche précédente, et qu'on est comme ça capable de construire un parcours d'apprentissage personnalisé, entre guillemets, c'est-à-dire un parcours d'apprentissage où il y a bien un ajustement
de l'exigence de la prochaine tâche en fonction de la réussite des précédentes, alors on est bien dans ce cœur de la pédagogie qui est donc bien l'ajustement de l'exigence, l'ajustement personnalisé, centré sur l'élève, tenant compte de ses réussites et de ses difficultés précédentes. Et aussi, bien entendu, on peut non seulement adapter l'exigence de l'exercice suivant, mais adapter le feedback qu'on va donner aux élèves sur ses réussites et ses échecs. On peut aussi adapter la consigne qu'on va donner aux élèves, c'est-à-dire, par exemple, comment est-ce qu'on va engager les élèves dans un traitement plus profond, comment est-ce qu'on va stimuler leur curiosité par ces feedbacks. C'est de ça dont je voulais parler. Ok, merci beaucoup. Alors, je pense que Chloé Vigneault, votre regard est peut-être un peu différent ou pas d'ailleurs. Donc, je vais vous laisser peut-être donner votre position. Donc, vous avez fait une thèse qui s'intitule L'apprentissage par la création de jeux vidéo. Donc, voilà, quel résultat de votre recherche pouvez-vous exposer? Et donc, vous parlez de pédagogie d'apprentissage par la création de jeux vidéo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, merci. Merci, pour l'invitation. Alors effectivement, moi j'ai mené une thèse, donc je précise en informatique, mais qui est beaucoup, inspirée des sciences de l'éducation, puisqu'évidemment dès qu'on travaille dans un contexte scolaire, c'est important d'être interdisciplinaire et de prendre en compte tous ces contextes de recherche. Donc le principe, moi, c'était de mener des ateliers de création de jeux vidéo en classe, donc de faire créer des jeux à des élèves et non pas de faire utiliser des jeux. Donc de faire créer des jeux à des élèves et de voir quelles compétences on travaillait quand on est dans une activité d'apprentissage qui justement mobilise de la création numérique. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Littéralement, on donne entre 2, 10, 20, 30 heures selon le temps disponible de l'enseignant et on demande aux élèves de s'organiser pour créer un jeu. Alors, créer un jeu vidéo, vous imaginez que c'est pas aussi simple que ça. Si je vous demande demain de créer un jeu, vous ne saurez pas forcément comment faire. C'est le cas aussi des élèves et c'est le cas aussi des enseignants. Donc, pour justement faciliter ces ateliers-là, moi, je crée des templates de jeux, donc c'est-à-dire des jeux qui sont précodés. Ce sont des bases en fait qui vont permettre justement à tous, c'est-à-dire enseignants, élèves, même qui n'auraient jamais utilisé d'outils de création de jeu, de justement pouvoir réaliser cet exercice-là. Donc créer un jeu, ça consiste en quoi? Ça consiste en imaginer une histoire, créer un univers virtuel, programmer, créer du son. Bref, on est vraiment sur une activité interdisciplinaire. On est sur une activité qu'on appelle aussi d'apprentissage expérientiel dans le sens où on apprend par le faire. On ne donne pas de mode d'emploi. C'est les élèves qui réellement mettent les mains dans le cambouis, si je puis dire, et puis essayent de réaliser les différentes tâches qu'on leur propose. Donc là, vous commencez à voir qu'il y a plusieurs liens avec, d'une part, les programmes scolaires, c'est-à-dire que dès lors où on va rédiger des textes, rédiger le portrait d'un personnage, programmer, on va être en lien avec certaines compétences travaillées dans les programmes scolaires, mais de manière aussi un peu plus large, on va être en lien avec des compétences dites transversales ou les fameuses compétences du XXIe siècle, puisqu'on va devoir communiquer, collaborer, résoudre des problèmes, s'organiser pour justement mener à bien cette création de jeux vidéo. Donc forcément, on brasse beaucoup de thématiques et on essaye de l'appliquer dans différents contextes. Donc, pour vous résumer rapidement ma recherche, moi j'ai donc créé des templates de jeux vidéo que j'ai pu expérimenter sur des classes de seconde. Moi, je me suis spécialisée plus particulièrement sur la classe de seconde parce que, comme le disait André Tricot, selon les contextes, selon voilà, les contextes d'expérimentation et les terrains, on ne peut pas généraliser. Donc moi, je me suis spécialisée sur la classe de seconde, vraiment. Et par contre, j'ai souhaité mener l'atelier dans un contexte de différentes disciplines. Donc on l'a fait aussi bien en français, en histoire-géographie, en SNT, qui est les sciences du numérique, en art aussi. Donc on a vraiment essayé de tester l'atelier dans différents contextes. Et par contre, la contrainte qu'on s'est donnée, c'est de faire un atelier en 2 heures, donc de créer un jeu en 2 heures. Alors comme vous imaginez, le template de jeu ou le jeu que je propose, il est forcément déjà bien avancé, parce qu'en 2 heures, sinon on n'aura pas le temps de finir la création d'un jeu vidéo. Donc j'ai 2 templates que j'ai proposés, un escape game et un jeu de plateforme. Et le principe, c'était de personnaliser, donc de finir ce jeu en le personnalisant et en modifiant des tâches qui étaient très fléchées. Encore une fois, on est dans un contexte de séance de travail de 2 heures. Donc on modifie des textes, on modifie des visuels, on modifie des sons
et on modifie quelques variables de programmation. Pourquoi ces tâches, elles sont fléchées? Parce que derrière, on a lié ces tâches à justement des compétences. Donc ce qu'on veut voir, c'est une fois que les tâches sont réalisées, est-ce qu'on peut estimer que la compétence a été travaillée? Et je dis bien travaillée et non pas acquise, parce qu'on ne pourra pas prétendre dire qu'on a acquis une compétence en 2 heures de travail sur telle tâche, etc. Donc c'est bien, est-ce que la compétence, elle est mobilisée? Donc pour cette recherche, moi ce que j'ai pu évaluer, c'est ce que j'ai appelé une triangulation de données. C'est-à-dire que je prends des questionnaires d'auto-évaluation des élèves qui m'indiquent les tâches qu'ils ont réalisées, des questionnaires des enseignants qui m'indiquent les compétences qui, selon eux, ont été mobilisées. Et, il y a un écho. Et la troisième source de données, c'est les jeux qui ont été produits. Moi, j'observe les jeux et je regarde si les tâches ont bien été réalisées. Je mets en rapport les tâches déclarées comme réalisées par les élèves et les templates de jeu, les jeux produits. Je vérifie si les tâches ont été concrètement réalisées. Je regarde s'il y a des tâches qui aussi ont été réalisées et qui n'ont pas été indiquées par les élèves. Et grâce à ces 3 sources de données-là, j'aboutis justement à une conclusion sur les compétences qui ont pu être mobilisées dans l'atelier. Donc il faut savoir que, pour vous donner juste quelques indications, hein, moi j'ai pu réaliser mon expérimentation sur 232 élèves de classe de seconde, dans plus de 12 lycées différents, donc avec des contextes très différents, 10 disciplines différentes. Et on aboutit justement à des compétences qui, enfin en tout cas un résultat plutôt positif sur certaines compétences. On peut citer notamment la résolution de problèmes, l'organisation, je parle des compétences transversales ici, hein, l'organisation, la communication et aussi ce qu'on pourrait appeler la créativité. Alors, j'aurais pas le temps encore de définir tout ce qu'on pourrait entendre par créativité, mais vous voyez un petit peu l'état d'esprit. Et pour finir, je suis également co-responsable d'un GTNUM, donc d'un groupe de travail numérique sur ce sujet de l'apprentissage par la création de jeux vidéo. Et on a pu massifier ces expérimentations via d'autres templates de jeux. Cette fois-ci, on l'a fait dans 4 académies différentes sur 2 ans, avec cette fois un plus grand panel d'élèves, hein, c'est-à-dire qu'on a été du primaire au BTS, on a été appuyé évidemment par les directions académiques du numérique sur ces sujets-là, et on est en train justement de rédiger les publications finales de ce GTNUM qui vont arriver. Ce qui est très intéressant, c'est que ça vient vraiment corroborer mes résultats de thèse, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on arrive à détecter les compétences qui ont été mobilisées via cette activité et on se retrouve un petit peu sur les mêmes compétences. Donc finalement, ça vient valider un petit peu les premières recherches qu'on avait pu faire sur ce sujet. Voilà. Alors peut-être vous avez une petite question complémentaire. Vous avez parlé des compétences de travail, c'est l'évaluation. Il n'y a pas d'évaluation sur justement l'acquisition de compétences. Vous parlez bien de compétences travaillées sur. Exactement. On peut pas. Je reste très très humble là-dessus et vraiment je rejoins le discours d'André Tricot auparavant. Hein. On peut vraiment pas prétendre que il y a eu une acquisition de compétences et encore moins un transfert de compétences parce qu'encore une fois on est sur des séances de 2 heures, un petit peu plus pour certains projets. Toutefois, de manière qualitative dans les entretiens qu'on a pu avoir avec les enseignants, certains nous ont clairement dit que ils avaient pu constater effectivement que certains élèves et notamment, et là malheureusement j'ai pas de données statistiques à vous donner, mais je peux en tout cas vous parler de retour de l'expérience terrain, notamment les élèves qui étaient les plus en difficulté scolaire ont réussi à s'intégrer dans l'activité beaucoup mieux que sur un cours de classe un petit peu plus classique, on va dire. Et dans cet état d'esprit-là, je travaille également avec une association qui s'appelle Fusion Jeunesse, qui justement est en train de mettre en place depuis quelques années des ateliers d'expérience de création de jeux vidéo en classe dans plusieurs établissements en France, et ce qui montre aussi que cette notion de décrochage scolaire peut être abordée et peut être éventuellement travaillée via ce type d'atelier. Alors, avant de passer justement peut-être à la deuxième partie et donc aussi de voir aussi comment s'emparent ou pas d'ailleurs les enseignants d'outils numériques et quels effets ils peuvent constater dans la classe. Vous avez abordé quand même la question de travail collaboratif et d'interdisciplinarité. Donc, qui dit cela va de pair avec justement travail entre collègues.
peut-être vous pouvez nous en dire un mot. Est-ce que ce travail de coordination, comment il s'est fait en fait avec des Ouais. collègues formés, pas formés, voilà, comment Alors, vous en avez fait, travaillé? la collaboration, elle est essentiellement entre les élèves. Parce que pour créer un jeu vidéo, dans l'industrie même du jeu vidéo, en fait, vous avez plusieurs métiers. Vous avez des graphistes, vous avez des game designers, vous avez des scénaristes, etc. Donc, en fait, les élèves, ils reproduisent un petit peu ce qu'on peut constater par ailleurs dans la création de jeux vidéo et ils s'organisent par rôle. En fait. Donc, chaque élève va quelque part endosser un rôle et réaliser les tâches liées à son rôle. Et donc, la collaboration, la communication, elle est essentiellement dans les groupes d'élèves. Elle peut être aussi, et dans un monde idéal, ça le serait dans l'équipe pédagogique des enseignants qui pourraient faire des projets interdisciplinaires, mais on sait à quel point c'est difficile sur le terrain de mettre en pratique ce type de choses, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce que je voudrais dire quand même sur ce point, c'est que justement, ce type d'atelier modifie complètement l'attitude et la posture pédagogique de l'enseignant, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur un cours descendant. L'enseignant doit accepter de lâcher prise, ce sont les élèves qui réalisent leur création et leur jeu, et l'enseignant vient apporter certes les contenus et les connaissances de sa discipline, mais en réalité, il se retrouve souvent un petit peu au même niveau que ses élèves, voire parfois lui-même en décrochage, si je puis dire, puisque les élèves qui parfois sont très habitués aux jeux vidéo vont lui enseigner comment on crée un jeu ou comment on joue au jeu. Donc ce qui est intéressant, c'est l'évolution de la posture pédagogique de l'enseignant sur ces ateliers-là. Ok, merci beaucoup. Alors, on va justement parler des enseignants avec les enseignants. C'est quelque chose qu'on aime bien faire lors de ces tables rondes et à laquelle on s'emploie tout le temps. Donc, on va peut-être commencer par vous, Mohamedou. Donc, vous êtes enseignant dans le premier degré, donc avec des élèves de CM1. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette question des outils numériques, de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez l'occasion de travailler avec ces outils-là dans les classes ou de travailler lors de vos préparations parce que ce sont des outils qui font partie de votre travail, de vos pratiques. Alors aujourd'hui, dans ma pratique perso, le numérique a une place, mais c'est plutôt une place au niveau de la préparation, donc quelque chose que je fais en amont lorsque je dois utiliser mon ordinateur pour préparer des choses. Alors, il m'arrive de prendre en main certaines applications du type Plickr, je ne sais pas si ça vous parle. C'est une application sur laquelle en fait on peut créer du contenu et des questions à choix multiples. Et puis ensuite, en classe, les élèves vont pouvoir répondre aux questions qu'on leur a posées avec un petit système de cartes sur lesquelles il y a des QR codes qu'on peut capter avec notre appareil, notre téléphone en fait. Donc c'est plutôt sympa. Donc c'est plutôt pour la restitution en fait de connaissances que je peux utiliser ça. Dans ma pratique perso, du coup, il faut évidemment réfléchir en amont au type de questions que je vais poser, aux images que je vais intégrer à mes questions. Voilà, ça va être plutôt des choses comme ça. Après, le numérique aujourd'hui, dans les programmes et dans le vocabulaire qui est utilisé par le ministère, est censé prendre une plus grande place qu'il y a quelques années, mais dans ma pratique personnelle, en tout cas, c'est pas du tout ce que j'observe. J'observe des enseignants qui, comme moi, sont un peu à la ramasse. Peut-être que ceux qui arrivent, les nouvelles générations, vous disiez, même par rapport aux élèves, ça se ressent aussi, sont un peu plus au fait parce que c'est leur pratique personnelle, en fait, qui va faire qu'ils vont amener de nouvelles choses. Mais dans nos formations enseignantes, j'ai pas connaissance d'avoir eu des modules sur lesquels on m'a formé en fait à prendre en main ces outils numériques. Donc c'est un bien grand mot. Sur le terrain, ça se justifie pas en réalité. Voilà. Je parle encore une fois de mon cas personnel pour l'école élémentaire, la maternelle, j'en parle même pas. Mais je conçois bien que autant pour vous Chloé que pour André Tricot, vous vous situez sur un autre niveau dans le secondaire. Donc il y a d'autres enjeux, il y a d'autres problématiques. Encore une fois, parce que moi j'ai eu pas grand-chose, quoi. Non, mais c'est bien ce retour de terrain. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu lors du cycle précédent consacré à l'IA. Le problème de la formation est systématiquement posé. C'est oui, il y a l'invitation d'utiliser, de s'emparer des outils numériques, voilà. Mais que bien souvent, là, les enseignants ne se sentent pas formés, ne sont pas suffisamment formés, et que c'est bien souvent sur des temps personnels. Ça. Même pour aller encore un petit peu plus loin, on voit qu'il y a certains efforts qui sont faits parfois. Je suis dans une commune en ce moment qui est dans le Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine, qui est en réseau d'éducation prioritaire.
et dans laquelle des moyens ont été alloués par les mairies, notamment pour acheter ce qu'on appelle des tableaux numériques interactifs. Voilà. Donc c'est super chouette. On nous explique qu'il y a plein de fonctionnalités, mais on ne nous forme jamais sur les différentes fonctionnalités, ce qui fait qu'en classe, on est là à se dire, bah oui, on a un super outil, on aimerait bien, je sais pas, par exemple, en géométrie, faire en sorte que les élèves viennent au tableau pour pouvoir manipuler, voir les ordres de grandeur, tout ça. Mais on peut pas, parce que tout simplement, nous-mêmes, on ne sait pas comment faire apparaître les choses, comment les manipuler avec les outils qu'on a, les stylets, différents objets. Donc on se retrouve dans cet écueil-là en se disant, mais apparemment, il devrait y avoir du potentiel, mais on ne sait pas comment s'en saisir, on ne sait pas comment le mettre en œuvre pour le bien-être des élèves. Je mets bien-être entre guillemets parce que ce que a dit M. Tricot m'a interpellé par rapport à la motivation. Ouais, donc on voit bien l'écart entre une volonté finalement et puis la difficulté à mettre en œuvre et à réaliser du coup les choses comme on aimerait parfois les faire ou comme on serait peut-être parfois censé le faire. Vous avez évoqué la question donc d'application. Est-ce que vous voyez dans l'usage des outils numériques quand vous avez l'occasion de le faire, déjà peut-être nous dire un mot sur la fréquence à laquelle vous pouvez utiliser. Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt rare, ponctuel? Et est-ce que vous voyez un effet voilà, avec comment les élèves réagissent avec ces outils-là? Est-ce que vous voyez un intérêt? Même si voilà, Henri Zeko nous met un petit peu en garde sur la question, le rapport performance, plaisir, c'est pas les mots que André a employés, mais en tout cas c'est comme ça que je les ai retenus et que je les reformule, peut-être mal. Donc André, n'hésitez pas à corriger et intervenir. Mais voilà, donc malgré effectivement l'écart entre plaisir, performance, acquisition, est-ce que quel effet vous constatez dans la classe? Alors, est-ce que c'est un intérêt? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que ça amène une dynamique différente. C'est-à-dire que lorsqu'on a un tableau numérique interactif, c'est un écran géant, en fait. Voilà. Donc, ça évite à l'enseignant, lorsqu'il y a des choses à montrer, de faire beaucoup de photocopies. On peut dire c'est chouette, même si, en fait, il y a un coût énergétique aussi. Je ne sais pas, comment ça se balance, ça se contrebalance. Mais oui, il y a, ça amène différentes manières de faire par rapport à ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas cet outil numérique. Je le sais parce que dans ma pratique personnelle, le poste que j'ai, le poste d'enseignant remplaçant, qui m'amène à bouger en fait sur tout le Val-de-Marne, et évidemment toutes les collectivités ne sont pas dotées de ce tableau numérique interactif. Donc parfois j'arrive et c'est pas du tout la même chose, et on est sur un mode de travail qui est bien différent parce que tout simplement on n'a pas cet outil-là. On aimerait pouvoir projeter quelque chose pour gagner du temps, mais on ne peut pas. Donc oui, par certains aspects, ça peut être positif parce que ça peut être un gain de temps, et en même temps, encore une fois, comme on ne connaît pas toutes les fonctionnalités, ça reste quelque part juste un écran géant. Et je pense que avoir un écran juste pour avoir un écran, parfois c'est juste inutile. Voilà, donc il y a beaucoup de moments où en fait je m'en passe. Si jamais vraiment je peux faire sans, je crois que je préfère faire sans, parce que j'ai cette crainte-là et je ne sais pas si elle est justifiée, en me disant à l'extérieur de l'école, les élèves sont déjà généralement beaucoup sur les écrans en fait, et j'ai pas envie de rajouter du temps d'écran juste parce qu'il y a un écran dans la classe. Ça n'a pas grand intérêt. Donc vraiment, si c'est pas réfléchi avant, je n'y touche pas. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on sent bien, en tout cas on entend bien une forme de frustration, encore une fois par rapport à la formation, en décalage avec des outils, et encore manifestement vous n'êtes pas si mal lotis puisque vous êtes, il y a déjà quelque chose, un outil, un tableau numérique dans votre salle de cours. Je me semble que ce n'est pas le cas dans toutes les écoles de France et de Navarre. Il y a quelque chose que vous avez dit sur la question justement de l'écran, effectivement le coût énergétique. C'est vrai que ces outils numériques vraiment interrogent aussi la question de la posture professionnelle, la posture de l'enseignant, puisqu'effectivement avoir des élèves qui ont les yeux rivés vers un écran, un seul écran, pas loin de vous peut-être, et pas sur un livre, chacun sur son livre. C'est vrai que ça change aussi le rapport à la classe, peut-être vous avez dit la dynamique de la classe. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez commenter ou pas du tout, qui pourrait être positif ou pas? Ça peut créer un peu de collectif aussi. C'est pas un livre par élève. Je pense que
l'outil numérique est un outil avant tout. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est mis à disposition des enseignants et qu'il faut réfléchir de sa fonctionnalité avant même de s'en emparer. C'est comme un manuel scolaire, en fait, tout simplement. Il y a des manuels qui parfois sont là, ils sont devant moi, et que je ne touche pas parce que j'en ai juste pas besoin ou parce que j'en ai un autre, j'ai déjà une méthode. Voilà, donc avoir du matériel, c'est bien parce qu'en fait, ça offre d'autres possibilités à un instant T. Donc si jamais j'ai besoin de cet outil numérique, que je puisse m'en saisir, c'est super. Encore faut-il que j'en connaisse toutes les fonctionnalités. Et c'est sur ça que ça pêche mon discours, c'est de dire malheureusement on n'est pas assez formé, ou sinon la formation qu'on a, elle est autodidacte en fait. Voilà. Donc ça c'est un peu malheureux. Peut-être que ça changera, je l'espère, mais c'est ça mon discours. Pour le reste, c'est vraiment, moi je le vois comme un outil. Il est à ma disposition. Lorsque j'en ai besoin, je l'utilise. Et lorsque je peux m'en priver, je m'en prive parce que j'ai cette crainte-là sociétale en me disant finalement, j'ai pas envie d'exposer les enfants à cet outil-là plus qu'ils ne le sont déjà parce que les effets peuvent être dévastateurs. En tout cas, c'est ce qu'on nous explique. Alors, j'ai une petite question parce que je fréquente aussi des enfants de CM1. Bon, je vis même avec l'un d'entre eux. La question, genre, avoir un écran. Moi, il y a une expression en fait qui m'amuse beaucoup chez les enfants de cet âge-là, c'est faire de l'écran. Je ne sais pas ce que vous entendez. C'est en fait, peu importe l'action de l'activité, de l'apprentissage, j'ai l'impression, ou de ce qui font. Finalement, le verbe faire à tout faire en dit bien long. Est-ce que quand vous utilisez justement une activité avec l'écran et l'application, est-ce que ce côté faire de l'écran, ça devient absolument génial ou vous ne sentez même pas ça en fait? Non, si, ça devient génial parce que c'est à chaque fois que je l'ai fait avec une nouvelle classe, en fait, les élèves me disaient qu'ils ne l'avaient jamais fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est la première fois, en fait. Voilà. Mais lorsque ça devient répétitif, finalement, les élèves, ils ont compris ce qu'on allait faire, donc ils savent qu'ils vont avoir leur petite carte avec le QR code. Et l'enjeu, en réalité, pédagogique derrière cette application-là, Clickers, ce qui est sympa, c'est que on n'est plus dans les élèves vont lever le doigt pour donner la réponse. Auquel cas, si jamais c'est la bonne réponse, c'est super chouette. Mais quand c'est la mauvaise réponse, parfois on est là et le regard des autres n'est pas forcément super bienveillant. Avec cette application, lorsque je passe mon téléphone et que je scanne les réponses des QR codes des élèves, je suis le seul à avoir les réponses des élèves, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est-à-dire que sur mon téléphone, véritablement, ça s'anime. En vert, j'ai les bonnes réponses. En rouge, j'ai les mauvaises réponses. Mais je suis le seul à pouvoir les voir. Ce que je vais projeter ensuite sur l'écran numérique, c'est un espèce j'allais dire un diagramme sous forme de pourcentage pour montrer ce que les élèves ont répondu. C'est-à-dire que s'il y a 4 réponses, par exemple A, B, C, D, je vais avoir une grande ligne en fait sous forme de pourcentage et on va pouvoir voir quelles tendances se sont dégagées dans les réponses des élèves. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils vont pouvoir intervenir, expliquer ce que eux ils ont fait ou ils auraient pu faire ou ce à quoi ils pensaient. Et ça, c'est super intéressant. Mais c'est un rapport à l'apprentissage qui est différent en fait. C'est un rapport au fait de donner sa réponse qui est un peu différent. Et les élèves, ils aiment bien ça. Savoir que finalement, ils sont dans une espèce de secret. Il n'y a que l'enseignant qui sait si jamais c'est la réponse juste ou la réponse fausse. Si jamais je me suis trompé, finalement, c'est pas grave. Personne ne sait, sauf lui et moi. C'est cool. Voilà. Si jamais j'ai la bonne réponse, au moment où la réponse sera divulguée, on a toujours un petit voilà, mais ça reste plutôt discret. Et ça, je crois que c'est ce qui plaît, frère. C'est pas tant le fait finalement d'être sur un écran. Ça, c'est la première ou la deuxième fois. Mais très très vite, on est dans l'aspect pédagogique et les élèves se saisissent en fait de l'activité et des conseils que je leur ai donnés. Donc voilà. Après, pour revenir sur ce qu'on a dit un tout petit peu avant, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est un outil. C'est-à-dire que un manuel est un outil. Le numérique est un outil. Parfois, vraiment, si c'est juste prendre le texte et le projeter sur le tableau numérique, je crois que ça n'a pas grand intérêt. Parce que le livre, c'est quelque chose, en fait. Voilà. Le manuel, prendre son outil, feuilleter, tout ça, voilà. Donc ça dépend en fait ce qu'on fait. Parfois, on veut vraiment passer outre parce que ce qu'on veut, c'est vraiment avoir le texte sous les yeux et se dégager de toutes les autres choses qui pourraient être encombrantes ou qui pourraient être de l'ordre de la difficulté. Mais parfois, on a besoin aussi que les élèves aillent chercher. Je vais pas dire aux enfants, trouvez-moi une définition dans le dictionnaire, mais passez par l'ordinateur pour le faire. Non. Allez prendre le dictionnaire qui est au fond de la classe. Prenez vraiment l'outil voilà, en main et allez chercher. Parce que dans la vie de tous les jours, il y a de fortes chances que, j'espère, eh bien, vous allez chercher de ce côté-là. Et si jamais un jour votre téléphone tombe en panne, de toute façon, les élèves que j'ai, ils sont en CM1. CM1, CM2, ils commencent à avoir des téléphones parfois, mais c'est pas comme au collège ou au lycée. Donc j'ai tout intérêt à leur donner ces choses-là que bientôt peut-être ils n'auront plus.
Voilà, je ne sais pas comment ça se passe au collège ou au lycée. Je ne sais pas s'il y a des recherches sur, dans un dictionnaire, mais en élémentaire, on le fait encore un peu et je trouve que c'est pas si mal. C'est mon côté rétro qui parle, alors que je suis pas si vieux que ça. Mais, voilà, Oui, j'allais le dire, mais je n'osais pas moi. C'est bien réel parce que j'ai pas les moyens. Déjà, vous voulez dire. C'est pas l'innovation, en fait, c'est tout. Bon, on le dira pas. Alors, Julie Hiro, vous êtes enseignante dans le second degré, donc d'espagnol lettres, en lycée professionnel dans le sud-ouest de la France. Et vous êtes une experte des outils numériques, vous menez beaucoup de projets. Ah, vous n'aimez pas ce mot, si. Je vous laisserai nous présenter et puis chacun pourra juger de ce que vous pouvez, enfin de vos pratiques. En tout cas, ça fait partie des outils numériques, l'intelligence artificielle. Vous êtes complètement intégré à vos pratiques pédagogiques avec vos élèves dans différentes classes. Et en tout cas, moi, ma première question, elle serait justement sur les effets du numérique. Alors, en termes de motivation, bien sûr, on va évidemment répondre à la question du jour, mais aussi avec peut-être l'angle qui est le vôtre d'enseignante de langue. Voilà, parce que là, ça dépasse presque la motivation. L'outil numérique, là aussi, est un levier de motivation, mais pas que. Peut-être que si vous pouvez nous parler de vos projets européens et Je vais déjà essayer de mettre en contexte le cas dans lequel je travaille. Donc, je suis en lycée professionnel, zone plutôt urbain dense, anciennement ZEP, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les lycées ne sont plus classés ZEP, mais on a été, nous, ZEP depuis toujours, donc avec un profil d'élève particulier, plutôt défavorisé, donc qui n'a pas forcément accès au tout numérique. On pense qu'ils savent, mais non, ils ne savent pas. Et j'ai des troisième prépa métiers jusqu'au BTS, donc j'ai une classe d'âge assez large. Et on se rend compte qu'ils aient 15 ans, 14 ans, ou qu'ils en aient 20 pour les BTS, ils sont tous consommateurs de numérique, ils sont tous consommateurs d'IA, mais ils ne sont que consommateurs, ils ne sont pas utilisateurs. Et je veux dire, dans utilisateur, je veux dire savoir les tenants et les aboutissants et être critique face à ça. Je vais donner l'exemple qui m'est arrivé il n'y a même pas, juste avant les vacances, là, parce que donc, moi je suis sur Bordeaux, à côté de Bordeaux. Une élève me dit « Ah madame, vous connaissez cette influenceuse, elle est espagnole ?» Et je regarde et je lui dis « Mais tu sais qu'elle n'existe pas cette dame ?» Et alors elle me regarde avec ses grands yeux « Mais comment ça, elle n'existe pas ?» Et c'était une influenceuse générée par IA. Et je me rends compte que dans le quotidien, mes élèves, alors effectivement, ils ne sont pas en CM2, donc ils ont un petit peu moins de marge que celui de mon collègue. Moi, la plupart d'entre eux, dans 2-3 ans, ils vont aller voter. Et ça, pour moi, en tant qu'enseignante de langue, j'en fais des citoyens européens. Et effectivement, la pratique du numérique, de l'IA, intégrée comme tant d'autres leviers que j'utilise, est nécessaire pour moi à cet âge-là. C'est pas à chaque cours. Mais effectivement, pour moi, c'est important de les former à être critiques et à avoir les armes, en fait, pour comprendre et utiliser, pour plus tard pouvoir faire leur propre choix. Parce que moi, je suis face à un public qui n'a pas vraiment le choix pour l'instant. De pas grand-chose, en tout cas. Voilà. Et effectivement, je l'ai intégré dans les langues parce que j'ai cette chance-là en lycée professionnel, c'est qu'on a un programme qui est ouvert. Donc, on peut, pas comme dans le lycée général, où il y a des programmes assez figés, on va dire, avec des notions particulières, des thématiques. Nous, je dirais vulgairement, c'est open bar. Donc, toutes les thématiques qui pourraient m'intéresser moi en tant qu'enseignante et les véhiculer à mes élèves, ou qui pourraient être un levier de motivation, en les attirant par un prisme qui va être, comme vous avez dit tout à l'heure, mon collègue de premier degré, « Ah, c'est cool !» Et bien après, ça permet de les ramener vers la classe. Et nous, c'est ça, en fait, en lycée professionnel, c'est les ramener vers la classe, les ramener vers l'adulte, les ramener vers une sorte de contrainte qui est la salle de classe. Donc, on a l'IA, mais il y a aussi les projets internationaux, je travaille en flexible, en classe flexible. Il y a tant de leviers utilisés au quotidien, en fait, pour rendre autonomes et acteurs de leurs apprentissages nos élèves. Voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler, donner des exemples concrets de vos usages et des effets que vous avez constatés auprès de vos élèves d'un projet que vous menez ? Oui. Par rapport à cette fameuse influenceuse qui n'existait pas,
J'avais le projet qu'on a vu ensemble je les ai fait travailler sur la place de la femme des années 30 à nos jours en Espagne. Donc la thématique, elle est quand même pas super funky pour des ados, hein, on va pas se mentir. En plus de garçons, donc ça a quand même, ils m'ont dit oh non madame, ça c'est pour les meufs. Je dis ah bah non, c'est pas les meufs, il y a du culturel, on va faire du linguistique, de la grammaire, on va faire tout ce qu'on a l'habitude de faire en fait, puisque nous on a les compétences effectivement langagières, compréhension orale, compréhension écrite, expression orale en interaction, en continu, et la compétence de médiation. Et par là, on va avoir les compétences pragmatiques, linguistiques et culturelles. Donc ça, on respecte cette charte-là. Et puis j'ai repensé à mon ado là avec son influenceuse, parce que bon, il y a eu elle, mais il y en a eu plein d'autres. Hein, c'est régulier. Quand il y a eu les élections, c'est pareil. Ils nous parlent. On arrive à tisser ce lien qui fait qu'ils nous parlent et qu'ils nous montrent ce qu'ils regardent. Et beaucoup se font avoir. Et donc, je leur ai montré comment eux, justement, puisqu'il y a un symptôme de déclassement social aussi de la part de nos élèves, hein, ils se déconsidèrent terriblement. Je leur ai montré comment eux, petits élèves de bac pro, soi-disant, étaient capables aussi de générer des vidéos de personnes qui existent et de les faire parler. Et là, donc, on a travaillé sur le numérique, le pourquoi, la critique, l'analyse, l'outil, comment on se sert de l'outil aussi. Et donc, ils ont créé ce que vous aviez partagé, cette espèce d'exposition en fait de femmes espagnoles qui ont existé et qui se présentent. Et elles se présentent. Ils ont mis en voix le texte avec une IA. Ils ont animé l'image avec une IA. Ils ont fait le montage avec une autre. Et donc, ils ont acquis autant de compétences numériques, mais aussi de savoir-faire et d'esprit critique. Voilà. Et en termes de motivation, comment ça s'est passé une fois que vous avez le dit que voilà, ce serait les compétences habituelles travaillées et qu'ils ont le côté c'est pour les meufs? Ouais, alors moi je les garde sur 3 ans, donc je les ai en seconde, je les ai en première, je les ai en terminale. Si c'est des grands chanceux, et il y a du second degré, hein, je les ai aussi en 3e et en BTS, donc c'est quand même le grand chelem avec moi. Donc ils ont l'habitude de cette structure de travail. Il n'y a pas de surprise. C'est juste que quand je leur dis on va travailler l'IA pour les premières fois, c'est « Oh, super !» Et après c'est « Oh, mais c'est dur, madame !» Et oui, c'est dur. Et c'est pour ça qu'il faut aussi apprendre. Donc, et finalement, à la fin, ils sont fiers aussi du résultat. Il y a aussi de la revalorisation de soi. Comme ils sont fiers de faire d'autres projets. Enfin, je veux dire, quand on fait de l'interdisciplinaire, parce qu'au lycée professionnel, il y a quand même depuis la réforme ce qu'on appelle le projet interdisciplinaire, inter-établissement, si on fait des choses aussi avec l'international. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Et quand ils arrivent à faire des choses, ils sont fiers. Donc ça fait partie, comme disait mon collègue, ou aussi Monsieur Tricot et Chloé, excusez-moi, je n'ai pas votre nom, c'est un levier, c'est un outil. On ne fait pas du tout numérique non plus chez les grands. C'est un outil, comme un autre. Comme le manuel, effectivement, comme plein de choses. Et donc, en fait, du coup, pour reprendre un petit peu la question, donc vous voyez comme il y a un outil comme un autre, une motivation là, que vous savez essayer de placer un peu au cœur du projet, comme pour chaque projet, et intégrer les outils pour rendre les élèves acteurs, créateurs et pas consommateurs, là, comme vous disiez en propos liminaires. Donc en fait, pour vous, si j'entends ce que vous dites, ça rejoint ce que disait un peu en introduction André Tricot, c'est l'outil numérique comme un autre, et donc avec pas des effets waouh. Peut-être comme les autres, peut-être malheureusement, il n'y a pas le côté miraculeux pour l'enseignant, la baguette magique, c'est ça? Non, et puis c'est surtout que moi j'en ai marre chez les grands de voir écrit généré par ChatGPT. Vous voyez? Et donc, le généré par ChatGPT, j'en peux plus parce que, je vous dis, ils ne le savent pas utiliser. Et ChatGPT, c'est pas juste mettre un prompt, fais-moi ma rédaction de français et il colle le sujet. C'est pas ça. Et s'ils font ça, l'intérêt en tant qu'enseignant, parce que donc, moi je fais que de l'espagnol dans mon lycée, mais je peux aussi faire des lettres, c'est à partir de leur faire peut-être écrire eux ce qu'ils auraient fait, le faire générer par l'IA, comparer les deux et voir en fait. Parce que l'IA, elle n'est pas parfaite. Et donc, il y a des choses auxquelles des fois ils pensent et ils ne se rendent même pas compte que l'IA n'y a pas pensé tout de suite. Et donc, c'est aussi ça la motivation, c'est montrer que l'humain reste quand même, dans beaucoup de domaines, performant. Et mes élèves de Bac Pro, ils sont performants.
Merci Julie. Peut-être avant de voir si des questions côté participantes et participants, on va peut-être vous laisser réagir entre vous. Voilà, on a entendu donc André Tricot, Chloé Vigneault, Mohamedou et Julie Hérault. Est-ce qu'on peut refaire un petit tour d'horizon? Oui, André Tricot. Oui, non, je rebondir juste sur la fin de ce que disait Julie Hérault. En fait, c'est exactement ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire qu'on utilise ChatGPT pour améliorer les compétences rédactionnelles. Alors bon, nous, c'est des étudiants, ils sont en L3 ou en M1. Et donc, on est en langue seconde. Donc, l'idée, c'est apprendre à rédiger un texte dans une langue seconde. Et le protocole qu'on a mis en place, c'est d'abord, il rédige le texte. Ensuite, il copie-colle le texte sur ChatGPT avec des prompts du genre « améliore ce texte » ou « corrige les erreurs dans ce texte », etc. Et ensuite, ils font une troisième version du texte, qui est la leur, mais après avoir lu les suggestions d'amélioration par ChatGPT. Et en gros, ce qu'on essaye de leur montrer, c'est que rien ne vaut la qualité de l'évaluation d'un texte faite par un professeur, mais l'évaluation faite par ChatGPT peut leur permettre d'améliorer certains aspects du texte. Alors certains, ça va être sur des aspects plus de superficie du texte, l'orthographe, d'autres, ça va être sur l'articulation. Et notre idée, c'est bien ça, c'est de dire que si on ne fait pas attention, j'étais vraiment très sensible à votre discours, c'est que ceux qui sont déjà bons en rédaction vont devenir encore meilleurs avec ChatGPT, et ceux qui se font des illusions sur ChatGPT et qui font écrire leur texte par ChatGPT, ils vont plus faire de progrès en rédaction. Et donc, enfin voilà, juste pour dire que j'ai été très sensible à votre discours. Merci. Chloé Vigneault. Oui, alors pareil, je vais rebondir rapidement et m'excuser par avance parce que j'ai une autre vidéo à 18h, donc il faudra peut-être que je saute sur l'autre vidéo. Rebondir sur ce qui a été dit, notamment parce que j'ai aussi eu l'occasion d'enseigner et de faire des ateliers en lycée professionnel, donc je suis très sensible à ce public particulièrement, voilà. Et juste pour, je suis pas spécialiste de l'IA en classe, donc je vais, désolée encore une fois, mais raccrocher à ma thèse. Comme je vous l'ai dit, il y a différentes tâches dans l'atelier de création de jeux vidéo. Il y a la création graphique, la création sonore, la programmation et la rédaction de texte. Et quand j'ai fait mon étude, j'ai pu voir une corrélation très forte, puisque je demandais aux élèves s'ils étaient fiers de leur jeu à la fin et s'ils avaient l'impression d'avoir créé un jeu. Et il y a une corrélation très forte entre la fierté et l'impression d'avoir créé un jeu et la rédaction de texte. Et moi, ça m'a beaucoup surprise parce que à aucun moment, j'aurais pensé qu'il y aurait cette corrélation. C'est sur la tâche rédaction de texte. Moi, je me suis dit, ils vont avoir l'impression d'avoir créé un jeu parce qu'ils auront mis des images, parce qu'ils auront programmé, parce qu'ils auront utilisé un moteur de jeu, des choses qui sont nouvelles. En fait, non. Leur impression d'avoir créé un jeu, c'était d'avoir écrit le scénario et d'avoir écrit les dialogues. Donc, d'avoir réalisé en fait une tâche qui, normalement, est une tâche très scolaire, qu'ils effectuent de manière très courante, sauf qu'en fait, on la déporte dans un autre contexte, on la déporte sur un outil de création et tout de suite, ça devient une tâche qui est valorisante pour eux. Donc, c'était juste pour dire que voilà, parfois, c'est juste un petit décalage d'une tâche qui est censée être scolaire qui tout d'un coup prend un autre sens. Merci Chloé. Est-ce que Mohamedou et Julie, vous voulez compléter les propos ou bien on ouvre le bal s'il y a une question? Si, moi j'ai un petit quelque chose à rajouter, parce que je vois que je suis le seul finalement qui suit de l'élémentaire et de la maternelle. C'est intéressant, je pense, là je me fais le passeur de ce que j'entends parfois, les échos de ce que me disent les élèves, parce que ne serait-ce que cette semaine qu'on est que les jours journée mercredi, hier, mardi, un élève m'a dit dans la classe, un élève de C1, il y avait de grands projets, voilà. Il y avait beaucoup de connaissances sur la géographie, sur le monde, sur l'histoire. Pour un élève de son âge, vraiment, il était très avancé. Et en fait, son projet futur, c'est de devenir, il m'a dit, youtubeur. Et je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que comme ça, je peux gagner de l'argent, tout ça. Et je dis, mais quand est-ce que tu veux te lancer? Il avait 8 ans. Il me dit, l'année prochaine, quand j'aurai 9 ans. Je dis, ok, d'accord. Peut-être que tu n'es pas au courant, mais sur les réseaux, il y a un âge minimum, en fait. Donc, tu peux pas juste te lancer comme ça. Alors, si tu as un projet, super chouette. Je te souhaite de réussir, bien évidemment. Mais tout à l'heure, on parlait du fait que le numérique était un outil. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est... en fait,
peut-être qu'on peut aider certains de nos élèves à accomplir certains de leurs objectifs si on leur explique, encore une fois, comment ça fonctionne. Moi, je ne suis pas tes parents, c'est-à-dire j'ai rien contre le fait qu'éventuellement, à 14 ans, lorsque tu pourras aller sur les réseaux sociaux, bien, tu essaies de monétiser ça parce que, voilà, encore une fois, je ne suis pas tes parents. Mais tu as là devant toi quelques années, en fait, pour vraiment essayer de comprendre le fonctionnement de ces choses-là, ce que c'est qu'un algorithme, ce que tu peux y déposer aussi pour éventuellement arriver à tes fins. Et en ce sens-là, je pense que c'est intéressant de penser le numérique comme quelque chose qui peut être mis à disposition des élèves pour atteindre leurs objectifs. Comme d'autres outils nous auront permis, nous, d'atteindre certains de nos objectifs. C'est-à-dire que je veux devenir professeur de l'école, eh bien, il y a tout un tas de connaissances que je dois aller chercher, sur lesquelles je dois travailler, chercher des manuels, je vais à la bibliothèque, je sais pas, je vais rencontrer certains professionnels, et tout ça va faire en sorte que j'ai quelque chose qui va, je sais pas comment dire ça, je vais engranger une somme de connaissances qui va m'aider à accéder à cet objectif-là. Voilà. Si jamais on arrive à penser le numérique dans ce sens-là, peut-être qu'on peut en tirer quelque chose de bénéfique pour les enfants, parce que de toute façon, on vit dans ce monde où, vous l'avez entendu, hein, ils savent déjà que ça existe, et parfois ils projettent déjà leur réalité dessus. Voilà. Donc je pense que de ce côté-là, nous, sur le terrain, en tant que professeur d'école, mais ensuite plus tard, le rôle, c'est de préparer à ça, en fait, de les accompagner, pas de leur dire c'est possible, c'est pas possible, dire c'est ce que tu veux faire, attention, voici comment ça se passe, en fait, parce qu'il y a des informations que tu n'as pas. Pareillement, hier, encore une fois, on avait des élèves qui étaient répartis dans cette même classe de CE1, et c'était des élèves de CM2. Et à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, dans mon propos, j'en viens à parler de Ésope et de Jean de La Fontaine, des fables, tout ça. Et il y a une question qui est venue, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais un élève a sorti ChatGPT dans le propos en disant que ce qu'il racontait était vrai parce qu'il l'avait lu sur ChatGPT. Je dis, mais attention, parce que ChatGPT, c'est quelque chose qui est fait par des humains. Alors oui, il y a un algorithme qui se nourrit, tout ça, mais attention, et je lui ai donné l'exemple qu'un confrère a posté sur les réseaux sociaux, dans lequel, en fait, il posait la question suivante à ChatGPT, savoir dans le mot strawberry, fraise en anglais, combien est-ce qu'il y a de R? Et ChatGPT n'en demandait pas, il disait qu'il y avait 2 R dans strawberry. Or, il y en a 3. Mais comme on entend que 2 fois l'unité de son, enfin le R, ChatGPT s'est dit qu'il n'y avait que 2 R. Et en fait, c'était comme ça. Donc, il faut faire attention. Moi, j'écris le mot au tableau et on observe ensemble qu'effectivement, il y a 3 R. Je dis, mais faites attention, parce que c'est pas parce que c'est posé devant vos yeux que ça veut dire que c'est absolument la réalité. Il faut garder ce regard critique, il faut croiser les sources, et même en ce sens-là, peut-être que c'est intéressant d'avoir l'outil numérique entre les mains pour pouvoir, Julie Rowe, vous le disiez assez bien, dans la formation citoyenne, en fait, et même à un très jeune âge, être citoyen, c'est aussi avoir un regard critique sur tout ce qui est à notre disposition, que ce soit les institutions ou l'outil numérique qui prend de plus en plus de place. Donc je pense que, voilà, là encore une fois, je me fais le relais de ce que je vois sur le terrain, mais dans la réflexion, il faut peut-être garder tout ça en tête. Merci. Julie Rowe? Je remets mon micro. Je ne sais pas si c'est à propos. Je vois qu'on reçoit des messages à droite. Il y a un message qui a attiré mon attention, c'est le tout dernier. Le numérique n'est pas un outil comme les autres. Il a la particularité de pouvoir s'adapter à chaque problématique d'apprentissage de chaque élève, ce qu'un manuel ne peut pas faire. Le cœur du métier des enseignants, ce sont les élèves en difficulté d'apprentissage, ne l'oublions pas. Effectivement, le numérique s'adapte à l'élève, mais c'est l'enseignant qui adapte le numérique aussi. Enfin, je veux dire, un élève tout seul, il ne va rien adapter du tout. Et le manuel est un outil aussi, mais pour être prof de langue, pour être auteur de manuel, un manuel n'est jamais conçu pour être utilisé de la page 1 à la page 120. Les inspecteurs le disent aussi, les éditeurs en ont conscience. Un manuel, c'est une aide. C'est une aide comme l'informatique, comme la classe flexible, comme tant d'autres choses. Quand on fait de la pédagogie différenciée, j'en fais parce qu'effectivement, j'ai des élèves en langue qui ont autant de niveaux qu'il y a d'élèves. C'est moi qui construis les exercices parce que je connais mes élèves. Mais l'outil numérique ne connaît pas mes élèves. Et en ça, je mettrais un petit bémol parce que c'est pas un outil comme les autres à proprement parler, mais c'est pas non plus le Saint Graal. Pour moi, en tout cas, même si je l'utilise, je vous dis, pour moi, c'est pas le Saint Graal parce que il faut que j'adapte au profil de mon élève. Comme tous mes collègues enseignants, on adapte à ce que l'on connaît.
Ouais, merci Julie. Donc ça fera la transition vers justement les questions s'il y en a. Donc effectivement, la question de l'inclusion a été soulevée dans le chat à plusieurs reprises. Donc effectivement, la question de l'inclusion est une préoccupation, je pense, quotidienne des enseignants. Hein. Je pense que moi, Maudou et Julie, vous devez également y faire face dans vos classes tous les jours. Donc, si quelqu'un aimerait poser une question dans le chat ou en ouvrant son micro, on a quelques minutes. On peut prendre une ou deux questions. Ça y est, j'ai réussi à ouvrir mon micro, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour Laetitia. Bonjour. En fait, c'était un raccourci de langage, bien évidemment, que l'enseignant est toujours responsable de la différenciation qu'il va proposer à ses élèves. Par contre, ce que le numérique fait ce que le numérique va proposer à l'enseignant, c'est des solutions de différenciation qui vont être simplifiées, qui vont être facilitées, et c'est vraiment un outil qui, pour moi, permet d'adapter tous les contenus, quels qu'ils soient, à chaque problématique de chaque élève. Voilà. C'était pas vraiment une question. Oui. Ouais, merci Laetitia pour votre commentaire et votre rapport. André, donc, veut s'exprimer. André, allez-y. Encore une fois, rebondir sur sur les deux propos précédents. C'est-à-dire que, moi, il me semble que c'est quand même assez incontestable que la révolution numérique est aussi importante que l'invention de l'écriture ou que l'invention de l'imprimerie. Ce que nous sommes en train de vivre est rare dans l'histoire récente de l'espèce humaine comme révolution des technologies de la mémoire et de la communication. Mais ce qui est assez fascinant, c'est de voir que les métiers du tourisme, les métiers de la banque ont été profondément bouleversés. Le métier d'enseignant, non. Le métier d'enseignant, non. C'est aussi simple que ça. Et si le métier d'enseignant n'a pas été profondément bouleversé comme d'autres l'ont été, c'est parce que effectivement, ça ne sont que des outils au service. Et après, sur le dernier, moi je travaille justement là-dessus, hein, c'est sur l'adaptation des outils aux élèves porteurs de troubles ou de handicap. Et c'est vrai qu'il y a des questions auxquelles aujourd'hui, et c'est même assez scandaleux, auxquelles on ne sait pas répondre. Par exemple, comment combiner l'écrit et l'oral dans un texte pour un élève dyslexique scolarisé en CE2 ou scolarisé en CM1. C'est-à-dire, est-ce que c'est mieux quand je passe par l'oral? Est-ce que c'est mieux quand je passe par l'écrit? Est-ce que c'est mieux quand je mets de l'oral par-dessus l'écrit? Est-ce que c'est mieux quand je mets de l'oral avant l'écrit, après l'écrit? Personne ne sait répondre à une question aussi simple que celle-là. Aujourd'hui, vous imaginez, aujourd'hui, on ne sait pas répondre à une question. Je dis ça parce que c'est le sujet d'une thèse d'une étudiante qui vient juste de démarrer. Et voilà, donc comment dire, les progrès qu'on a à faire dans le domaine sont immenses. C'est quand même assez hallucinant de voir que la révolution dans le domaine de l'éducation, elle a commencé il y a 40 ans, et on en est encore à se poser des questions aussi rudimentaires que celle-là. Ouais, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions... Non, pas de questions. Alors, est-ce qu'on peut faire un dernier tour de table pour conclure? Est-ce que, voilà, en tout cas, effectivement, je pense que le mot, la dernière intervention d'André Tricot est presque déjà un mot de conclusion, me semble-t-il, hein, de revenir. Ouais, c'est ça. Je passe mon tour. C'est vrai que voilà, c'est la question et vous l'avez tous dit, hein, de remettre le numérique à la place d'outils, voilà, c'est pas la solution miracle de l'enseignant, et que finalement, effectivement, on en revient que la motivation, la pédagogie, c'est l'affaire du professeur, c'est une affaire de lien, d'humain, et que oui, le professeur est un créateur et pas un exécutant, et ça, voilà, je crois que c'est des choses qui sont très d'actualité et qui sont fondamentales, en tout cas, dans le métier de professeur. Donc, Chloé Vignot a dû nous quitter. Est-ce que Mohamedou et Julie Roux, vous souhaitez
dire un mot de conclusion? Je crois que le micro de Julie n'est pas encore assis, peut-être. Non, mais je t'en prie, vas-y. Ok. Non, je vous aurais tous remercié, en fait, tout simplement, parce que personnellement, ça m'apporte beaucoup de billes, en fait, pour ma réflexion perso, surtout là, la dernière intervention d'André Trigo, parce qu'il a parlé des élèves de CE2, donc évidemment, je me sens directement impliqué, mais la question se pose évidemment pour tous les enfants dans nos classes. Je pense que j'en ressors un peu avec une confirmation, c'est-à-dire de l'avoir entendu de différentes bouches, de chercheurs, d'enseignants, voilà, savoir qu'effectivement, je pense que le numérique est un outil et qu'il y a vraiment une nécessité de s'en emparer, ne serait-ce que pour arriver à terme à répondre à des questions qui semblent relativement simples. À savoir, est-ce que le numérique, finalement, c'est quelque chose qui nous permet de différencier un maximum, voilà, pour pouvoir vraiment aller vers ce que l'école est censée faire, c'est-à-dire pousser chacun aussi au maximum de ses potentialités, ou est-ce que c'est un outil qu'on doit peut-être essayer qu'on doit investir pour peut-être certains groupes d'élèves, en particulier dans un premier temps, c'est-à-dire les élèves, vous l'avez dit, là, les élèves en difficulté scolaire, que ce soit les 10 en tout genre, je ne sais pas, des élèves à besoins éducatifs particuliers, je ne sais pas. C'est une question qui reste très ouverte et moi, j'ai pas de réponse, mais j'en ressors avec plus de questions que lorsque je suis arrivé. C'est finalement pas si mal, je crois. Julie? Eh ben, moi, mon mot de la fin, ce sera pour répondre à Thierry Vulpilière. Donc, alors, bilan, motivation renforcée ou attention dispersée. Mais je crois qu'il faut que ce soit anticipé, déjà. C'est ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure. C'est pas, on l'utilise pas pour l'utiliser. C'est pas possible, ça. Enfin, comme n'importe quelle autre chose. Et il faut qu'il y ait un objectif clair. Voilà. Et à partir du moment où nous, en tant qu'enseignants, on sait où on va et on sait où on emmène nos élèves, l'attention n'est pas dispersée. Voilà. Très bien. Et ben, écoutez, merci. Merci à toutes et tous. Donc, ça, en tout cas, on a réussi à faire dialoguer recherche, enseignement, terrain. Donc, je pense que finalement, tout ça m'a semblé assez concordant lors de nos échanges. Donc, merci pour les échanges féconds, les débats, les réflexions. Et je vous rappelle que donc, cette table ronde fera l'objet d'un compte-rendu qui sera publié dans un article du cahier pédagogique et sur le blog des terrains innovants avec le replay de cette vidéo. Et donc, vous retrouverez également des ressources. Hein. Donc, il y aura des ressources. Donc, si vous avez des ressources pour compléter, vous retrouverez des ressources. Donc, je mettrai des liens vers quelques projets pédagogiques de Julie Hérault, puisqu'elle n'a pas eu le temps de nous les montrer, mais comme je les connais, voilà, je les partagerai. Et puis, voilà, des liens vers les recherches d'André Tricot et de Chloé Vignon. Voilà. Merci à vous pour votre disponibilité, pour votre présence ce soir, et je vous dis donc à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.